Merci à tous, je suis très heureux d'être ici pour vous présenter un petit peu justement cette banque de données précieuse auquel beaucoup d'entre vous ont participé. Je me fais le porte-parole aussi de Sophie parce qu'on a trouvé plus facile que ce soit une seule personne qui parle en même temps. Mais évidemment, si vous avez des questions, elle sera heureuse d'y répondre puisqu'elle est avec nous aussi. Alors, euh, comme vous le savez, sans doute, au Centre d'études sur le stress humain, eh bien, notre pain quotidien, pour ainsi dire, c'est le stress et l'étude du stress. Puis, dans l'objectif, en fait, d'améliorer la santé physique et mentale des individus. Donc, on est toute une équipe, dont Sonia Lupien, Isabelle Aulette-Morin, prof en criminaux, etc., Marie-France Marin, prof à l'UQAM, qui travaillons dans cette même direction. Au Centre d'études sur le stress humain, il y a quelques années maintenant, on a créé notre premier programme de prévention du stress chronique qui s'appelle Déstress et Progress, qui est un programme pour les jeunes qui passaient du primaire au secondaire, qui passaient parce qu'en fait, c'est un programme qui s'utilise aujourd'hui dans beaucoup d'autres transitions. En fait, plus de 1500 intervenants aujourd'hui sont formés au programme Déstress et Progress qui peuvent donc donner à travers nos écoles au Québec et dans la francophonie. Mais suite à Déstress et Progress, on a eu une demande de beaucoup de travailleurs pour faire un programme pour eux. Et c'est pour ça qu'on a créé Stress et compagnie, qui est exactement les mêmes ingrédients actifs que Déstress et Progress, mais sous format web et sous format auto-administré, ou pour soutenir en fait l'autogestion du stress chronique. Alors, j'étais rendu là en fait en 2012 quand je suis allé frapper à la porte du centre jeunesse et j'ai eu la chance de rencontrer Sophie qui m'a dit oui, oui, c'est bien de faire des programmes en gestion du stress et de vouloir les implanter au centre jeunesse, mais encore faudrait-il connaître notre réalité. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, on a travaillé ensemble. Donc, on a fait des projets pilotes auprès des jeunes de 2010 à 2012, à l'époque à la DSRA, puis de 2012 à 2016 auprès d'un panel aussi d'intervenants pour stress et compagnie. Et après, on s'est dit, ben, écoute, compte tenu que ces projets pilotes fonctionnent si bien, on va en faire un grand projet, puis on va avoir le grand rêve de prendre tous ces deux gros programmes, tous ces deux petits programmes, et d'en faire une grande chose, c'est-à-dire de les donner à grandeur de l'institution, de l'organisation du centre jeunesse. Et puis, vous savez, quand on a des rêves comme ça, ben, on fait des demandes de subventions, puis ça arrive parfois qu'on les obtient. Et c'est ce qui s'est passé cette fois. On a donc créé le projet ISOStress, qui est donc le mélange de ces deux programmes d'intervention pour la clientèle et pour les intervenants, et bien entendu la ligne de gestion aussi, puisqu'on l'a vu à travers les présentations de ce matin, qui a une perspective très organisationnelle hein, dans le stress. Donc, on a obtenu en fait cette subvention pour pouvoir développer le programme ISOStress à travers tous les niveaux du programme jeunesse et des PJ et mesurer les effets, bien sûr, sur la santé biopsychosociale des employés et des jeunes. Et c'est pour ça que ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont participé à ISOStress, j'espère la plupart d'entre vous en fait, ont vécu ça en fait, l'aspect programme et l'aspect recherche, c'est-à-dire ce qui ressemblait à peu près à ça. Donc ici, sur 21 semaines, un déploiement du programme avec différents temps de mesure. Je ne rentrerai évidemment pas en détail, ce n'est pas ce que je veux vous montrer. Donc différents temps de mesure, aussi bien pour les jeunes que pour les intervenants. Donc quelque chose quand même d'assez conséquent. Puis ça, c'est juste sans doute ce que les personnes qui ont participé au programme et la recherche ont vu. Mais en fait, ce qu'il y avait en arrière, c'était tout ça. Hein. Donc ici, c'est l'extrait que je vous ai montré tantôt. Puis ça, c'est toute l'organisation autour du programme, autour du projet ISOStress qu'on a tenu au cours de ces 5 dernières années. Alors, je voudrais juste commencer par dire que c'est évidemment un travail d'équipe, c'est un travail collectif. Alors, ça va au-delà de l'équipe. Le collectif, ça veut dire que tous ceux qui ont participé au programme, qui ont accueilli ISOStress, évidemment, avant tout à les remercier, grâce à eux, qu'on a aujourd'hui une mine d'or avec laquelle on va pouvoir donner beaucoup d'espoir. Je pense que c'est ce que Steve nous a indiqué tout à l'heure et c'est un moyen de donner de l'espoir que de faire de la recherche. Donc, je vais juste mettre la fenêtre conversation pour le cas où j'aurais un problème et que vous puissiez m'en avertir. Alors, on a réussi effectivement à déployer ISOStress au cours de 6 vagues successives de collecte de données.
Et ça représente, en fait, je vous montre ici le tableau complet, 85 équipes, 902 participants, 79% de femmes, ce qui devrait étonner personne. Et vous avez ici les différents pourcentages de, allez, je vais utiliser un terme à la mode, de contamination, en fait, du milieu, mais cette fois-ci, pas par un virus, mais bien par le programme ISOStress, donc autrement dit, un programme de prévention du stress chronique. Ces 902 participants ont tous été évalués à travers des variables liées au travail, que je vous nomme ici. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais on peut peut-être reconnaître certaines d'entre elles dont on a parlé tantôt. Je pense que Nathalie nous a parlé de l'autonomie et de la congruence. On va voir que c'est important. On a pris des mesures de relation d'aide, en particulier, comme Lynn nous en a parlé aussi, l'aspect de régulation émotionnelle, qu'on a mesuré, je pense, avec la même échelle qu'elle, l'échelle de difficulté de régulation émotionnelle. Et on a collecté aussi des variables psychologiques, donc aussi bien de stress perçu, de stress chronique, d'anxiété, de dépression, d'épuisement, etc. Donc, c'est une collecte extrêmement extensive, j'allais dire, et qui a apporté et qui va apporter son lot de découvertes, c'est certain. D'autant que c'est un devis qui était longitudinal. Donc, on a ces données chez 902 participants à T0 et à T2, donc autrement dit au cours du temps, chez 60% d'entre eux. Ce qui caractérise ce projet, c'est bien entendu le fait qu'on a mesuré chez la majorité de ces personnes le cortisol, l'hormone de stress, qui est une donnée biologique. On a tendance à dire qu'elle ne se trompe pas. C'est-à-dire que même si on croit qu'on est tough, le cortisol peut nous donner une image un petit peu différente de ce qu'on est. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on compte, nous, pour aller chercher des découvertes qui ont du sens. Alors, bien entendu, l'ensemble de ces construits a été fait à partir d'outils psychométriques validés scientifiquement. Donc, on a aujourd'hui une énorme base de données, 2500 variables, 902 sujets, avec lesquels on peut jouer. Puis, quand on s'amuse à jouer avec cette banque de données, la première chose qu'on fait, c'est qu'on cherche à voir, tiens, c'est quoi l'état de la situation à un instant T pour l'ensemble des équipes qu'on a mesurées, donc 80 et quelques équipes, au centre jeunesse de Montréal. Et puis ici, je vous le fais de manière très visuelle. Si on regarde d'un point de vue de travail, chez ces 87 équipes, avec les différents construits que vous avez à gauche, j'ai tout mis sur une échelle de 0 à 100. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Je vous demande juste de porter votre attention sur ce que vous avez en bleu, en fait, les rectangles ici, c'est la valeur qu'on attribue, en fait, qu'on a trouvée chez les 902 participants. Et ce qui est entre parenthèses, c'est la valeur populationnelle, entre guillemets, habituelle. Puis je vous ai juste flagué, en fait, les résultats les plus intéressants. Donc, premièrement, la congruence est extrêmement élevée chez les intervenants du centre jeunesse, ce qui indique que les personnes choisissent un travail qui est en lien avec leurs propres valeurs, ce qui est plutôt une bonne chose. La relation avec les collègues est excellente et la relation avec le chef aussi. Si on regarde, par contre, le sentiment de sécurité vis-à-vis de l'agressivité liée au client, il est plus inquiétant, on va dire. Si on regarde au niveau de la relation d'aide, je ne vais pas détailler parce qu'on n'a pas le temps, mais il faut regarder évidemment le problème lié à la régulation émotionnelle. Et enfin, si on regarde d'un point de vue des facteurs psychologiques, eh bien, ce qu'il faut noter, c'est essentiellement le risque d'épuisement professionnel qui est plus grand et l'incapacité au travail qui va en résulter. Donc, évidemment, un tableau qui porte en fait son lot d'inquiétudes, mais aussi de solutions. Ces résultats-là, on les connaît depuis quelques mois et donc on les a diffusés sous forme de pamphlets qui sont accessibles sur demande. Je ne rentre pas en détail là-dedans. Je veux juste vous donner un pas en fait dans le projet ISOStress. Et on est en train de finaliser des vidéos en fait qu'on souhaite envoyer à chaque équipe qui a participé avec leurs résultats individualisés. Quand je dis individualisés, c'est-à-dire pour chaque équipe. Donc des petites vidéos de 5-6 minutes sur lesquelles on travaille. Maintenant, la dernière chose à travers laquelle je souhaite passer, c'est vraiment les projets qu'on est en train de réaliser puis qui sont en cours
et qui ont déjà apporté des réponses à certaines questions, puis qui vont en apporter d'autres. Donc, les projets réalisés, qui on l'espère vont nous apporter bien des clés, c'est d'abord celui que a fait Sophie Massé, donc, qui a PPR, puis candidate au doctorat à l'école de psychoéducation. Et ça, c'est un petit projet qu'elle a fait, comme on dit, on the side, hein, sur le côté, parce que ça l'intéressait énormément. Et elle a pris les plans d'action qu'on a demandé à chaque équipe de faire. Hein. Chacune des 87 équipes a fait des plans d'action où on leur a demandé, après avoir été formés en gestion du stress chronique, quels sont les stresseurs que vous prioriseriez en équipe. Et ce qu'ils nous ont montré, c'est que les sources de stress priorisées, évidemment, sont diverses, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles ne sont pas du tout individuelles. Elles ne sont peut-être même pas énormément liées à la clientèle, mais elles sont surtout liées aux sources de stress organisationnel, que ce soit dans les équipes, dans un contexte de vécu éducatif partagé, mais encore plus dans les équipes, dans un contexte de caseload ou de charge de cas. Et on voit très bien que le stress organisationnel, c'est un levier important pour le bien-être des intervenants, accompagné aussi du stress d'équipe dans certains contextes. Okay? Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut adresser ces stresseurs-là, les identifier, les traiter et ensuite obtenir un mieux-être en fait de son équipe. Mais pour ça, il faut travailler en équipe. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, une étudiante au baccalauréat Honors, donc, qui, elle, a travaillé sur le lien entre la chaleur humaine. Oui, oui, on peut mesurer scientifiquement la chaleur humaine par un concept qui s'appelle le concept d'immédiatie. Et elle a montré que la chaleur humaine protégerait les intervenants de l'épuisement professionnel. Autrement dit, plus vous êtes quelqu'un de chaleureux dans votre équipe, avec votre clientèle, plus vous êtes protégé du risque d'épuisement. Donc ça, c'est intéressant. Je m'y protégerai parce qu'évidemment, en science, on veut toujours aller plus loin, puis avoir non pas des certitudes, parce qu'on n'en a jamais, mais au moins des confirmations. L'exemple 3 que je voulais vous illustrer, c'est une thèse de doctorat clinique que Sylvain Dufour a fait à l'université de Sherbrooke et qui est accessible en ligne directement. Vous tapez Sylvain Dufour, puis isostress, vous allez trouver. Et qui, lui, nous a montré que la capacité à lire le non-verbal, donc qui est, autrement dit, qui est le début de l'empathie, eh bien, plus vous êtes empathique, plus vous êtes à risque d'épuisement quand vous êtes stressé. Mais si on contrôle votre niveau de stress, l'empathie à ce moment-là redevient positive. Donc ça aussi, je trouvais que c'était un résultat qui était intéressant à vous apporter. Le quatrième exemple, puis je vous rassure, il y en a juste 6. Hein. De toute façon, il me reste 2 minutes. Donc, le quatrième résultat, c'est celui d'Amélie, qui est une étudiante donc, au DEPSI à l'Université de Montréal. Puis là aussi, ça fait même écho à ce que nous dit Nathalie Woolford sur la notion d'autonomie. Hein. J'ai bien aimé l'acronyme CA. Et la notion d'autonomie, ici, Amélie a montré que, bien entendu, la régulation émotionnelle prédit le risque d'épuisement émotionnel chez les intervenants. Puis ça, ce n'est pas un scoop. Hein. Je pense que Lynn Desrosiers pourrait nous le confirmer. Mais par contre, chez les femmes, eh bien, plus les femmes sont congruentes, c'est-à-dire plus elles sont en accord avec leurs valeurs dans leur travail, moins cette relation va être forte. Donc, autrement dit, plus une personne trouve du sens dans son travail, moins ces difficultés de régulation émotionnelle vont avoir un effet sur l'épuisement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fond, on a 2 cibles d'intervention ici. La régulation émotionnelle, comme Lynn l'a très bien dit, mais aussi la congruence, le sens au travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler. L'exemple 5, c'est celui de Caroline Mathieu et de Steve, avec qui on a collaboré sur le recours aux mesures de confinement et d'isolement, de contention. Pardon. Je pense qu'on est en contention et d'isolement, où on a montré que le stress des intervenants en centre jeunesse n'aurait pas d'impact sur leur recours au MCI. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant dont on pourrait discuter. Et enfin, les exemples 6 et 7, c'est des projets en développement. Donc Yannick Fouda, étudiant au doctorat, qui lui, d'ailleurs conjointement avec Steve, qui lui cherche un modèle intégrateur de l'épuisement professionnel chez les intervenants en relation d'aide. Donc c'est un travail en cours.
et Sophie, qui est aussi candidate au PhD, qui cherche à valider un modèle de résilience. C'est pour ça que l'image est plus jaune, plus énergique, parce qu'on va vers du positif, d'un modèle de résilience chez les intervenants en relation d'aide, qui est aussi un travail en cours. Alors finalement, pendant qu'on réalise tous ces projets de recherche, eh bien, Sophie, encore elle, dans le fond, c'est elle qui aurait dû parler aujourd'hui. Sophie, encore elle, teste en fait, parallèlement à ses études d'impact, des processus d'implantation et des conditions de pérennisation. Et pour ça, on a des partenaires, le Centre Jeunesse Montérégie-Est, le Centre Jeunesse Mauricie Centre du Québec, Centre Jeunesse Laurentides, Centre Jeunesse Québec, Capitale Nationale, où on a déjà déployé auprès de 17 équipes, plus de 40 gestionnaires, 240 intervenants. On a fait des tests de déploiement pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Et donc, pour pouvoir pérenniser cette approche, et là, on comprend que l'approche globale, c'est une approche qui est très appréciée au niveau organisationnel. On a élaboré et validé un processus idéal d'implantation. Quand je dis on, en fait, c'est Sophie. On a identifié des conditions essentielles pour une implantation réussie et plusieurs adaptations sont en cours pour assurer la pérennité, comme par exemple former les parents en plus de la clientèle. Si vous voulez profiter immédiatement des ingrédients du programme, il y a des outils et des ressources spéciaux pour la COVID-19 qui ont été mis en place sur Infographie IUJD qui reprennent les ingrédients en fait de notre programme et même un petit peu plus loin d'ailleurs qui parlent de stress de contagion. Alors vous l'avez compris, cette banque de données, elle est précieuse, c'est comme un iceberg, on commence juste à en étudier la pointe, mais il y a plein d'autres choses à faire et on travaille ensemble en fait pour comprendre et agir et pour cultiver l'espoir. Donc je vous remercie de votre attention et puis n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Merci beaucoup.